Très bien. Levez la main si vous êtes resté éveillé jusqu'à minuit en attendant que Blake Lively publie cette fichue modification. Bon, je suis la seule personne à avoir levé la main. Vous êtes juste là pour plagier parce que vous savez que j'ai passé chaque ligne au peigne fin comme une vraie cinglée. Ça ne me pose aucun problème. Je veux juste que vous sachiez, que vous sachiez tous. Mais si vous êtes là parce que vous pensez qu'il y a une révélation explosive là-dedans, comme ces avocats le laissaient entendre, oh, attendez que tout le monde voit tout, vous allez être cruellement déçus. Parce que si le clickbait était un amendement, ce serait celui-ci. OK, je n'arrive tout simplement pas à y croire. Et il se passe tellement plus de choses ici. Maintenant, on voit vraiment la cible de toute cette affaire. Je pense que c'est vraiment la clé de son procès, la personne qu'elle a visée. Nous devons parler d'Isabella Farrow. Tout cela arrive tout de suite dans Candace. D'accord, avant d'aborder l'amendement clickbait, je veux juste dire, je veux nous féliciter d'être tout simplement les meilleurs détectives parce que hier, nous avons couvert ce sujet anticipant la sortie de cet amendement et nous avons parlé de leur passage au SNL et j'ai simplement donné mon avis, mon opinion professionnelle, que c'était Ryan qui avait tiré les ficelles, que c'était très évident maintenant que nous connaissons sa marque de narcissisme. J'ai l'impression qu'à la fin de tout ça, on mérite tous un doctorat en psychologie. Et puisque nous avons pu faire le lien avec ce que son professeur a dit, à savoir qu'il croit pouvoir s'en sortir par son jeu d'acteur et faire tomber les gens amoureux de lui. On l'a juste dit, je l'ai dit hier dans l'émission, c'est 100% Ryan qui a mis cette réplique ici. Pas SNL, pas Tina Fey, pas Blake Lively, mais Ryan. Et effectivement, une incroyable maman détective m'envoie un lien hier. D'ailleurs, n'oubliez pas, vous pouvez toujours m'envoyer des infos à tipsinfo@candiceowens.com. Et elle me dit, regarde cette émission diffusée sur une radio australienne qui s'appelle Fifi, Fev and Nick for Breakfast, littéralement une station de Melbourne en Australie où ils ont reçu un gars qui travaille avec SNL depuis environ 25 ans. Il s'appelle Q Card Wally. Il tient littéralement les cartons de réplique pour SNL. Et il discutait simplement avec eux de façon amicale à propos de l'excitation d'animer ce 50e anniversaire. Et à la toute fin de la conversation, on demande à Q Card Wally ce qu'il pense de cette réplique. Ryan Reynolds qui saute sur l'occasion et fait une blague sur la situation de Justin Baldoni. Écoutez ce que Q Card Wally avait à dire. Ryan Reynolds et Blake Lively ont beaucoup fait parler d'eux dans les médias dernièrement. Et Ryan Reynolds, on veut savoir, est-ce que c'était de l'improvisation ou est-ce que c'était écrit, ce petit passage qu'il a fait? En fait, il avait une autre réplique pendant la répétition et il a proposé celle-là pour la remplacer. Donc, c'était son idée de le faire. C'était l'idée de Ryan. Je ne sais pas trop. J'ai l'impression qu'on mérite quelque chose. On mérite un prix rien que pour avoir flairé ça. C'est un vrai narcissique pur sang. Il croit vraiment qu'il suffit de lui donner une réplique, de le mettre devant le public. Les gens se souviendront à quel point il l'aime. Et d'ailleurs, énormément de publications. On ne va pas rentrer dans les détails car on a déjà parlé de cette apparition au SNL. Beaucoup de personnes dans la salle étaient mal à l'aise. Ils étaient mal à l'aise. J'imagine qu'ils étaient conscients de l'hypocrisie d'Esa, qui prône depuis des années l'anti-harcèlement, puis qui tout à coup invite Blake et Ryan alors que les gens pouvaient lire leur message où ils harcelaient Justin Baldoni. Ça ne leur servait à rien de les avoir là. Et bien sûr, c'est lui qui aurait insisté pour marcher sur le tapis rouge, sourire et essayer d'avoir l'air heureux. Et je dois dire que Blake Lively avait l'air mal à l'aise. Il y a eu plusieurs moments où je me suis dit qu'elle n'avait vraiment pas l'air à l'aise. Elle est très consciente que le public ne l'apprécie pas en ce moment. Mais au cas où vous ressentiriez ne serait-ce qu'un peu de tristesse pour elle, vous pouvez tout de suite l'effacer. Parce que quand on va aller plus loin dans cette plainte, vous allez vous rendre compte qu'elle n'est pas retenue captive par Ryan Reynolds, d'accord? Ce sont tous les deux des narcissiques. Et la façon dont elle a agi, dont elle a mis en œuvre son plan contre Justin Baldoni en utilisant les personnes autour de lui, comme Isabella Farrow et Liz Plank, elle était impliquée. On va en parler. Mais d'abord, passons à ça. Un amendement qui ne vaut rien. Je vais vous présenter les parties pertinentes. La première chose, c'est à quel point j'ai été absolument embarrassée en tant que femme de le lire. D'accord? C'est vraiment leur stratégie ici pour ces avocats. Pendant que Brian Friedman enchaîne les arguments, preuves à l'appui, sans aucune émotion dans les documents, eux, ils se contentent de faire du girlbossing. Ils sont juste là à dire « portez vos motifs floraux ». On va déposer un amendement. Ça va être mignon. On va vous donner tellement d'émotions
Ça va faire du bien. Bien. Oubliez les faits. Comment vous sentez-vous? Honnêtement, c'est exactement ça. C'est une démonstration d'un stéréotype exacerbé de ce que cela signifie d'être une femme. C'est ce que j'ai ressenti en lisant ça. J'étais là, donnez-moi du mordant, donnez-moi les faits. Je me fiche des sentiments. Ça commence juste avec des sentiments droits, d'accord? Dans l'introduction, cela commence par dire que, de la même manière que Justine Baldoni s'est représentée dans le passé, nous allons simplement préparer le terrain comme s'ils écrivaient un script et qu'ils ne déposaient pas de documents au tribunal. C'est en fait le langage de l'introduction. Il lit ceci. En public, M. Baldoni a donné l'impression d'assumer la responsabilité du fait qu'il avait, je cite, inconsciemment blessé et réduit au silence des femmes dans sa vie, et a imploré les hommes d'être suffisamment virils pour, je cite, la fermer et écouter les femmes. Il a affirmé qu'il voulait mettre fin à la masculinité toxique, reconnaissant son propre comportement toxique en admettant que, je cite, il y a une ou deux femmes que j'ai d'une certaine manière mises mal à l'aise en disant ou en faisant quelque chose de chauvin ou de sexiste. Il y a 1 000 000 % de probabilité que cela existe, Pardon. D'accord. Et il a dit qu'il voulait dire qu'il était désolé et qu'il ferait mieux. D'accord. Juste pour que vous sachiez d'où vient cette référence, juste pour que vous compreniez à quel point ce dépôt est hystériquement féminin, cela n'a rien à voir avec le procès. Cela n'a rien à voir avec quoi que ce soit que Justine Baldoni ait jamais fait. En fait, ils ont décidé de revenir en arrière et de retrouver une conférence TEDx que Justine Baldoni a donnée il y a 5 ans sur la façon dont il a pu améliorer sa relation avec sa femme. Donc, je vais vous montrer d'où ils tirent leur citation. Encore une fois. Publié en 2017. En fait, je crois que je fais des calculs de filles. Ça ferait plus de 5 ans, d'accord? Ça ferait 6, 7 ans, d'accord? Écoutez bien. J'ai dû porter un regard vraiment honnête sur la façon dont j'ai inconsciemment blessé les femmes de ma vie. Et c'est moche. Ma femme m'a dit que j'avais agi d'une certaine manière qui l'a blessée et que je ne corrigeais pas cela. En gros, parfois, quand elle commençait à parler, à la maison ou en public, je la coupais en plein milieu de sa phrase et je terminais sa pensée à sa place. C'est horrible. Le pire, c'est que je ne m'en rendais absolument pas compte quand je le faisais. C'était inconscient. Donc me voilà, essayant de faire ma part, d'être féministe, d'amplifier les voix des femmes dans le monde entier. Et pourtant, à la maison, j'utilise ma voix plus forte pour faire taire la femme que j'aime le plus. Alors j'ai dû me poser une question difficile. Suis-je assez homme pour simplement la fermer et écouter? Voilà ce qu'il pensait. Il se disait, on le tient. On a trouvé ce truc d'il y a 7 ou 8 ans sur TEDx. Et on va le citer comme si ça avait quoi que ce soit à voir avec ce procès, comme si cela pouvait servir de preuve pour quoi que ce soit que nous avançons. Ont-ils perdu la tête? Vous alléguez qu'il a conspiré en coulisses pour lancer une campagne de diffamation. OK, vous n'êtes pas en train d'écrire un scénario. Vous n'allez pas m'entraîner dans votre récit en utilisant des citations obscures d'une conférence TEDx qu'il a donnée il y a presque 10 ans. Voilà comment ça commence. OK, revenons en arrière parce que ce n'est pas fini, parce qu'ils n'ont pas terminé d'exploiter 2017. Ensuite, ils font référence à ces propos. Ils y vont, monsieur. Baldoni a fait écho à ce récit lors de la promotion du film et lors d'une interview sur CBS. Avant la probabilité d'1 000 000 % qu'il existe. En fait, il tire cette phrase d'un article du magazine Glamour dans lequel il s'est assis et a parlé de la façon dont il voulait mettre fin à la masculinité toxique. S'il vous plaît, regardez la date sur ceci, les gars. 2017. OK, ils extraient des citations d'un article de 2017, comme le ouverture à tout. Ensuite, elle l'associe à aujourd'hui en disant qu'il a repris ce récit lors de la promotion du film. OK, revenons au procès. Et ils disent que lors d'une interview sur CBS à propos de la sortie du film le 7 août 2024, il a déclaré, je cite, « Je veux que les hommes arrêtent de se demander pourquoi les femmes restent. Je veux que les hommes prennent leurs responsabilités. Je veux que les hommes tiennent les autres hommes responsables. » Maintenant, encore une fois, ils sortent juste cet extrait de nulle part. Alors, de quoi sommes-nous censés supposer qu'il parle? Eh bien, il s'avère qu'il parle de son personnage. Ryle et il lui posent une question dans le contexte de la violence domestique qui est le sujet du film. Voici cet extrait qu'il considère comme un grand moment. Aha! Nous avons Justin Baldoni. Écoutez bien. Qu'est-ce que vous voulez que les hommes retiennent de ce film? Je veux que les hommes
Tout d'abord, je veux que les hommes arrêtent de poser la question. Pourquoi les femmes restent-elles ça? Oui, Je veux que les hommes prennent leurs responsabilités. Je veux que les hommes tiennent les autres hommes responsables. Et dans ce film en particulier, je veux que les hommes aillent au cinéma et d'une certaine manière voient une version d'eux-mêmes. Vous savez, il y a deux personnages très différents, Atlas et Ryle, qui ont tous deux vécu des traumatismes dans le passé. L'un gère cela très différemment de l'autre. Et mon autre espoir, c'est que les hommes qui n'ont pas fait ce travail, qui n'ont pas entrepris de guérir, s'ils se reconnaissent un peu dans Ryle, aient la possibilité de prendre du recul et de se dire « Tu sais quoi, je n'ai pas envie de gâcher ma vie. Je n'ai pas envie de blesser la personne que j'aime le plus. J'ai besoin de me faire aider. J'ai besoin de ressentir toutes ces choses que j'ai enfouies si profondément afin qu'elles n'explosent pas sur quelqu'un que j'aime. » Et j'espère que cela pourra créer un peu de compassion et d'empathie et rendre le monde plus sûr. C'est incroyable. Ils sont d'une manipulation et d'une malhonnêteté incroyables, comme ils l'ont été depuis le début de tout ce processus, au point qu'ils vont littéralement chercher des extraits sur Internet, les sortent de leur contexte pour produire un récit qui ressemble à un scénario écrit pour nous dès le départ. Si vous lisez ça sans connaître le contexte, il parle de Ryle. Il parle d'un autre personnage du livre. Et on lui pose une question. Si des hommes s'identifient à Ryle, qui est un homme qui abuse physiquement d'une femme, qu'aimeriez-vous qu'ils retiennent de ce film? D'accord? Et pour être clair, ça ne s'améliore pas à partir de là. Passons maintenant au 6e point, car c'est là que ça devient intéressant. Encore une fois, c'est la façon dont ils utilisent le langage. C'est tellement manipulateur. Le 6e point de cette plainte indique le climat dangereux de menaces, de harcèlement et d'intimidation alimenté par la campagne de représailles du défendeur a obligé Madame Lively à modifier sa vie personnelle et professionnelle. Oui, et à prendre des mesures pour protéger des témoins innocents plutôt que de les exposer à de nouveaux préjudices. Donc, il y a plusieurs choses ici. Je ne sais pas comment sa vie professionnelle et personnelle a été modifiée. Ce n'est pas l'impression que j'ai eue quand elle posait sur le tapis rouge avec son mari en se moquant de la situation. Mais admettons, la raison pour laquelle elle présente les choses ainsi, c'est qu'elle dit « Maintenant, je dois prendre des mesures pour protéger des témoins innocents plutôt que de les exposer à de nouveaux préjudices, car elle utilise cela pour justifier. » Pourquoi personne ne se joint à sa plainte, d'accord? Il prépare cela dès le début. En gros, personne ne va se joindre à elle, mais juste pour que vous le sachiez, c'est pour les protéger. Je vais vous expliquer pourquoi c'est complètement du pipeau. Le texte poursuit en disant « Ainsi, cette plainte modifiée ne mentionne pas certains témoins par leur nom, ni ne fournit de capture d'écran de leur message texte. » Cependant, il est important de noter que ces témoins ont donné à Madame Lively la permission de partager le contenu de leur communication. Dans cette plainte modifiée telle que présentée ici, et ils témoigneront et produiront les documents demandés lors de la procédure de découverte. D'accord, faisons une pause pour que tout le monde comprenne bien ce qui se passe ici parce qu'ils pensent qu'on est vraiment stupide. D'accord? Je ne vais pas les inclure ici parce que je veux les protéger, mais plus tard, je vais leur envoyer une assignation à comparaître et les forcer à témoigner contre leur gré. Ce qui signifie qu'ils ne sont pas des participants volontaires et que vous n'avez pas leur soutien, car en réalité, vous pouvez les contraindre à témoigner. D'accord? Et vous ne pouvez pas. Quand vous pouvez témoigner, ils vont devoir passer à la barre et les gens devront savoir exactement qui ils sont. Donc, ce que vous dites, c'est ce qu'on avait déjà deviné, moi, les TikTokers, les Be-Betters, Stéphanie avec les infos. Toutes les infos qu'on a eues, c'est que tu as essayé de les forcer en coulisses à s'impliquer dans ta petite campagne sale. Ils ont dit non, et maintenant tu essaies de, mettre ça sous des airs fleuris. Porte tes motifs fleuris. Je vais faire en sorte que ça ait l'air joli. Il s'agit de les protéger jusqu'à ce que je doive littéralement les traîner au tribunal avec une assignation à comparaître et montrer des messages textes. Et au cas où tu voudrais aussi que je résume pourquoi ce point est complètement bidon, c'est parce que, comme on le verra plus tard, on t'a déjà montré que son équipe faisait fuiter des plaintes qu'elle dit avoir et essayait de les faire publier. Et ils le rendent très clair. De qui elle parle à chaque étape. C'est très facile à déduire, OK, quand elle écrit dans sa plainte à la CRD, comme elle l'a fait, qu'une jeune actrice était censée jouer une Lily Bloom mineure. Oh, elle doit vraiment la protéger, les gars. Qui cela pourrait-il être? Y avait-il plusieurs jeunes actrices qui ont joué la jeune Lily Bloom? Pourquoi tu mens comme ça, Blake? Pourquoi? Pourquoi tu fais ça? Tu comprends que tu n'es pas plus intelligent qu'Internet. Tu n'as protégé personne.
Tu étais à 2 doigts de dire leur nom parce que tu voulais que les gens sachent exactement de qui tu parlais. OK, ensuite, tu as essayé de faire fuiter des plaintes RH. Des plaintes, c'est qui rendaient très clair de qui tu parlais à chaque fois. Jenny Slate et Isabella Ferreira. Et maintenant, tu essaies de faire croire ici que tu veux juste les protéger. Tu veux juste les protéger. D'accord. OK, Blake, on est avec toi. En fait, on n'est pas du tout avec toi. Passons directement au point 15 parce que la chronologie est importante ici. L'une des choses qu'ils font toujours, et c'est pour ça que j'ai adoré ce qu'a fait Brian Friedman, et c'est comme ça que j'ai su tout de suite qu'il disait la vérité, c'est de créer une chronologie. Sinon, c'est confus. Tout le monde ne va pas être un cinglé comme Candace Owens, et Marco a dit d'être meilleur et d'aller ligne par ligne et de créer une chronologie. Non? Tout le monde ne va pas être un cinglé comme Candace Owens et s'attarder sur les détails. Donc, il est facile de tromper le public simplement en insérant des faits. Et sans vraiment les laisser comparer ces faits à une chronologie concrète qui rendrait ce fait en quelque sorte hors de propos. D'accord, donc le point 15 en est un exemple. Elle écrit « En conséquence de la grève du syndicat, la production du film a été interrompue aux alentours du 14 juin. Au cours de cette interruption, le 13 octobre 2013, Madame Lively a confié par texto à une membre féminine du casting qu'elle, je cite, « redoutait de retourner sur notre film ». Je continue à avoir des flashs de cette expérience de manière vraiment bouleversante. La membre féminine du casting a exprimé de l'empathie envers Madame Lively et a confirmé ressentir des sentiments similaires. D'accord. Eh bien, donc, cela s'est produit après qu'il nous soit apparu évident que vous aviez en quelque sorte élaboré un plan. OK, juste quelques semaines avant que vous n'envoyiez votre lettre de rupture. Cela s'est produit après que Ryan Reynolds ait déjà publié en juillet pour l'anniversaire de Sandra Bullock l'enregistreur d'intimité. Vous aviez déjà élaboré le plan. Nous avons flairé cela. Donc, apprendre maintenant qu'en octobre, vous essayez de créer des preuves et des traces. Et j'ai même envoyé un message à cette personne pour lui dire que je ressentais cela. Et elle a fait preuve d'empathie, comme le font les femmes. Les femmes se mentent tout le temps entre elles sur Internet, partout dans la vie, peu importe. On fait semblant de dire « Oh, je comprends tout à fait ». C'est notre façon naturelle, compatissante d'être. Mais il faut admettre que très souvent, quand on fait preuve de compassion, on ment, d'accord? Quand une femme a une grosse poussée d'acné, on dit toujours « ça ne se voit pas tant que ça ». Même si c'est affreux, on le dit parce qu'on veut qu'elle se sente bien, non? C'est notre forme d'art. On veut que quelqu'un se sente bien parce que c'est notre ami, d'accord? S'il te plaît, n'essaie pas d'utiliser ça comme preuve. J'ai dit en octobre, après que Ryan et moi faisions déjà des choses mauvaises et nous moquions publiquement, que je ne me sentais pas bien à l'idée de retourner sur le plateau. Et ça, c'est une preuve. Quelqu'un a fait preuve d'empathie envers moi. Dégage de ma vue, d'accord? Passons maintenant au point 17, parce que là, ça n'a vraiment aucun sens. Je pense maintenant que ces avocats sont simplement habitués à ce genre de situation MeToo parce que MeToo est devenu une sorte d'opération d'extorsion pendant un moment. On n'avait même pas besoin de bons avocats. Il suffisait d'avoir des hommes qui ne voulaient pas passer par le système judiciaire et des femmes qui disaient « On va t'accuser de harcèlement sexuel et ruiner ta vie ». Et je me dis que c'est le genre d'avocat et de spécialiste en relations publiques qu'elle a de son côté parce que ce document n'est pas compréhensible. D'accord? Et le point 17 le montre bien. Voici ce qu'elle allègue. Elle dit, et c'est ainsi qu'elle se défend en affirmant « Je n'ai jamais essayé de prendre le contrôle du film. Il s'agissait vraiment de harcèlement sexuel. » Elle le met en gras. Aucune des protections demandées, ces 17 points qu'elle voulait, n'étaient liés de quelque manière que ce soit à l'apport créatif de Madame Lively dans le film. Et elles ont été formulées des mois avant toute discussion concernant le montage du film. Ah, donc tu es en train de dire que tu as fait les allégations en premier puis que tu as essayé d'intervenir et de changer la direction du film. Tu es en train de dire que la poule devait venir avant l'œuf? Oui, ma chérie, la poule devait venir avant l'œuf. Évidemment, c'est parce que tu as fait ces demandes et ces 17 points qui n'avaient aucun sens et que Brian Freeman a examiné et complètement démonté. On a lu les messages, ma belle. D'accord. On sait que tu as refusé la coordinatrice d'intimité. On sait que ça n'avait aucun sens que tu dises ensuite qu'il devait y avoir une coordinatrice d'intimité sur le plateau en permanence. Et donc, oui, d'abord, tu vas brandir la menace de harcèlement sexuel, puis tu vas continuer comme vous l'avez fait. Et ils ont prouvé en coulisses, je veux ceci. Je veux cela. Je n'obtiens pas ce que je veux. Je ne viendrai pas. Il doit être mis à la cave. Alors pourquoi tu mets ça en gras? Trouve quelqu'un de plus compétent. Sérieusement, dis-moi ton budget. Je pourrais être embauché. Quel est ton budget? Genre, c'est quoi ton budget? Je le ferai pour toi parce que là, c'était juste complètement insensé, d'accord?
Ensuite, le point numéro 18 est génial parce qu'ils mettent un autre point en gras, mais pas celui juste avant. Et encore une fois, nous avons vu cela être démystifié par Brian Friedman. Elle dit en gros qu'une fois que nous avons envoyé nos exigences à Wayfarer et arrêté la production, souvenez-vous, ils leur ont envoyé un email en novembre 2023. Et ils ont dit, elle ne reviendra pas sur le plateau à moins que vous acceptiez tout cela. Et ce n'est pas négociable. Donc, c'était une situation de prise d'otage. Essentiellement, ils allaient perdre tout leur investissement dans le film, devoir trouver une autre actrice où ils devaient accepter toutes les conditions, ce qui explique pourquoi, auparavant, cette phrase en gras dans laquelle ils disent qu'ils ont accepté et déclaré « Nous trouvons la plupart de ces demandes non seulement raisonnables, mais aussi essentielles pour le bénéfice de toutes les parties impliquées. » Elle oublie de mettre en gras la partie où ils disent « Bien que notre point de vue diffère sur de nombreux aspects, parce qu'ils étaient en désaccord avec tout ce qu'elle disait. » Ils ont d'abord résisté et ont dit « De quoi parlez-vous? » Nous avons eu un coordinateur d'intimité. Vous avez été en contact avec le coordinateur d'intimité. Vous ne vouliez pas rencontrer son coordinateur d'intimité. Mais maintenant, nous sommes dans une situation de prise d'otage et vous affirmez que cela prouve d'une certaine manière parce que vous avez dit que ce n'était pas négociable et parce qu'ils ont accepté qu'ils sont coupables d'un crime autre que d'essayer de sauver leur investissement. Ensuite, on arrive au point 24 où elle essaie essentiellement de montrer des messages, ce qu'elle a déjà fait auparavant entre les agents de relations publiques, d'accord? Et c'est ainsi qu'elle a réussi à amener le New York Times à manipuler les choses pour vous faire croire que les agents de relations publiques étaient vraiment impliqués dans ce grand plan pour la discréditer. Donc, nous allons regarder cela. Et il est écrit, dans les jours précédant la sortie du film, M. Baldoni s'est soudainement détourné du plan marketing du film et des types d'activités de promotion auxquelles elle avait précédemment participé. D'accord? Donc, cela se passe début août. Ce que le public ne savait pas, c'est que M. Baldoni et son équipe ont agi ainsi dans le but d'expliquer pourquoi de nombreux membres du casting et de l'équipe du film avaient cessé de suivre Baldoni sur les réseaux sociaux et n'apparaissaient plus avec lui en public. Ah, d'accord, oui. Donc, tu es en train de dire qu'il est passé en mode gestion de crise parce que vous avez orchestré le fait qu'un tas de gens arrêtent de le suivre à la manière de ta meilleure amie Taylor Swift et que le public l'a remarqué et a commencé à se poser des questions en se demandant qu'est-ce qui se passe. On remarque que Blake n'apparaît pas aux côtés du personnage principal, Justin Baldoni, et qu'en plus, toutes ces personnes ont arrêté de le suivre. Et maintenant, tu es contrarié parce que ça l'a obligé à changer de stratégie de communication pour sauver son propre film dans lequel son studio avait investi. Encore une fois, c'est vraiment des évidences que tu essayes de présenter comme quelque chose de sournois alors que ça ne l'est tout simplement pas. C'est encore un autre exemple. C'est le scénario de la poule qui devait venir avant l'œuf. Il a fallu organiser le désabonnement massif de Justine Baldoni, acheter tous ses amis, les faire venir tous à la première de Deadpool, faire venir des gens à Wrexham, leur faire croire à ton récit que tu étais en train de mettre en scène. Tu as créé la crise et maintenant tu te plains qu'ils aient dû réagir à cette crise. D'accord? Est-ce que ça a le moindre sens? Et voici la partie folle, et tout cela malgré le fait que tu dises dans tes propres procès que tout avait été résolu, n'est-ce pas? Alors, qui était-ce, Blake? Qui a mené le désabonnement massif de Baldoni qui a créé la situation de crise au départ? Qui était-ce, Blake, qui, malgré le fait que tu dises avoir obtenu tout ce que tu voulais, a pris la décision que vous ne pouviez faire aucune promotion ensemble nulle part? Qui a pris cette décision? Qui a pris cette décision? Était-ce toi? Parce que si c'était toi, d'accord, alors il est temps que tu assumes tes actes et leurs conséquences. Bonjour, action. Bonjour, conséquences. Oh, c'est tellement agréable de se rencontrer. Ouais, le public a remarqué. Le public a remarqué que les choses étaient bizarres et que ça a commencé à se retourner contre toi. D'accord. Alors, le numéro 27, je l'adore parce que celui-là était carrément fait pour les TikTokers. D'accord. Tout le monde sait qu'un sujet brûlant en ce moment, c'est Israël, la Palestine, et que les TikTokers sont particulièrement enflammés par ce sujet. Et ils ont pris parti pour la cause palestinienne. C'est pour ça qu'ils utilisent moins les pastèques. Et donc, il n'y avait aucune raison pour elle d'insérer cela dans cet amendement, à part, selon moi, le fait qu'elle essayait de plaire, d'accord, en s'en prenant à Steve Sarowitz et en essayant de dire « ces gens soutiennent Israël et regardez le langage qu'il utilise ». C'est ma conviction personnelle, comme si ce passage avait été écrit ici pour séduire les TikTokers.
Elle dit ça et de toute évidence, elle ne cite personne. C'est en gros du oui-dire. Elle affirme que Steve Sarowitz a proféré une menace et a dit, je cite, « Je protégerai le studio comme Israël s'est protégé contre le Hamas. » Il y avait 39 000 corps, mais il y aura 2 corps quand j'en aurai fini. Attribué à personne. Attribué à personne. Elle glisse simplement cela dans la plainte et veut que vous sachiez que Steve Sarowitz, elle essaie d'utiliser cette imagerie d'un sujet très sensible, sachant que les TikTokers n'aiment pas ce sujet. Elle regarde mon émission, elle le sait très bien, où je me situe sur ce sujet. Et maintenant, elle essaie de présenter Steve Sarowitz comme Bibi Netanyahou, je pense. Et donc, c'était intentionnellement un petit coup de com' un peu méchant. C'est complètement hors de propos. Ce qui s'est passé en Israël, ce qui se passe en Israël n'a absolument aucun rapport avec ce que toi et ton mari, et potentiellement avec l'aide de Taylor Swift et WME, avaient fait à Justin Baldoni. D'accord, tu ne vas pas nous convaincre avec de l'émotion. Très bien. Ensuite, elle nous donne le point 29. Ce point est incroyable parce que c'est littéralement la définition des relations publiques. D'accord. Oh, les gars, si vous regardez ça en direct et que vous constatez un décalage audio, il suffit d'actualiser la page. Je dis que des gens disent que ça ne fonctionne toujours pas. On fait juste un « oui », certaines personnes disent qu'actualiser fonctionne. Je ne sais pas pourquoi notre audio a coupé. Je vais juste vous dire, YouTube a peut-être eu un problème audio. D'accord? Alors, passons au point suivant et laissez-moi vérifier que vous pouvez me voir dans le chat. Il est dit que l'actualisation fonctionne. Tout le monde actualisé pour l'audio. On dirait que ça fonctionne maintenant. Très bien. Passons donc au point numéro 29. Et c'est drôle parce qu'elle dit qu'ils ont alors, dans cette situation, reconnu qu'il y avait une crise et ont contacté le groupe d'agences. Nous étions au courant de cela. Nous savions qu'il avait fait cela parce que, comme je l'ai dit, Blake Lively, à cause de ses exigences, a créé une crise de relations publiques. En séparant les parties, les gens ne comprenaient pas pourquoi ils n'étaient pas ensemble et ils trouvaient qu'elle était vraiment prétentieuse et arrogante. Et ensuite, elle explique pourquoi ils ont fait appel à une agence en révélant la proposition de faire appel à une société de relations publiques. Il est des questions d'un site web, d'un Reddit complet, de comptes sur les réseaux sociaux, de suppression, de toutes les équipes de gestion de crise prêtes à intervenir pour tout afin d'interagir avec les audiences de la bonne manière, de lancer des fils de discussion sur des théories pour en débattre. C'est la façon d'être totalement à 100% protégé. Et surtout, tout cela sera totalement intraçable. Et puis, ils incluent une phrase qui dit que Madame Abel l'a décrit ainsi. Le plan était de s'engager dans une atténuation sur les réseaux sociaux et de contrer les aspects négatifs ainsi que la manipulation sociale. Alors, laissez-moi vous expliquer cela. Prêt? Si vous travaillez dans la gestion de crise en relations publiques, c'est littéralement la description de votre poste. Ils nous présentaient ça comme une sorte de grande découverte. Oh mon Dieu, nous avons engagé une agence de relations publiques et ils ont dit qu'ils allaient essayer d'influencer l'opinion publique sur les réseaux sociaux. Oui, c'est pour cela qu'on engage une agence de relations publiques. Et alors, rien d'important là-dedans. Ensuite, vous passez au point numéro 41 et cela se passe en octobre. Et là encore, c'est un moment où ils insèrent quelque chose, mais ce n'est pas dans le contexte d'une chronologie, parce que quand on le voit dans une chronologie, cela contredit leur argument. C'est un message qui apparemment dit que même Jennifer Abel, qui fait partie de l'équipe de gestion de crise en relations publiques, n'aime pas Justin Baldoni. Ce qu'ils ne vous disent pas, c'est qu'à ce moment-là, Jennifer Abel travaillait en réalité pour Stephanie Jones-Pierre. Ce message que je suis sur le point de vous montrer date du 14 janvier. En 2024. Rappelez-vous, revenons à cette carte des relations publiques que nous avions il y a longtemps. Jennifer Abel travaillait initialement pour Stephanie Jones-Pierre et leur client était Wayfarer Studios, Justin Baldoni. Et puis à la fin, à un moment donné en août, elle a voulu créer sa propre entreprise et elle est partie. Donc au moment de ce message, encore une fois, ils pensent que le public est stupide, ils ne connaissent pas la chronologie. Elle vous montre un message qui est complètement hors de propos pour l'affaire parce qu'il ne poursuivait pas Stephanie Jones-Pierre. Et le message tel que je le lis n'est même pas controversé. Ce qu'elle dit essentiellement, c'est que Justin Baldoni va se faire dévorer par Blake Lively parce qu'il ne veut pas se défendre. Voici le message qu'ils ont inclus. Il est écrit plus tard dans la même conversation par texto, Madame Navin et Madame Abel ont décrit le changement sur les réseaux sociaux. Oh non, ce n'est pas celui que je cherche. Je cherche celui où elle dit que c'est en fait
C'est juste un message, un email qui vient de Jennifer Abel où elle écrit le 14. Je pense qu'ils prennent le mauvais ici. Mais en gros, elle dit simplement que, vous savez, il ne pourra rien faire s'il pense qu'il va juste partir et qu'il ne va pas vraiment se battre contre ça. Alors, c'est vraiment frustrant. Et donc, elle essaie maintenant de faire croire au public que c'est d'une certaine manière controversé, et ça ne l'est pas. L'autre élément, c'est qu'ils ajoutent ces autres messages qui arrivent, et c'est à ce moment-là qu'ils engagent l'équipe de communication de crise, l'équipe de relations publiques de crise. Et ces messages, qu'ils essaient de présenter comme toxiques, ne sont en réalité que la façon dont les agents de relations publiques parlent et surveillent les médias à propos de Justine Baldoni. Et ils se rendent compte que, sans qu'ils aient rien fait, on a l'impression que tout le monde déteste Blake. Et c'est ce que nous venions de vous montrer à l'écran. On peut afficher ça. Il est dit que les réseaux sociaux prennent vraiment de l'ampleur en sa faveur. Elle doit être furieuse. Et puis Melissa Nathan dit que c'est en fait triste parce que ça montre simplement à quel point les gens ont vraiment envie de détester les femmes. Comme elle dit qu'ils s'en prennent à elle alors qu'ils n'ont rien dit, ils n'ont rien fait. Jennifer Abel dit « Je sais, c'est triste, mais alors ne sois pas une C. » Ça te le dit tout de suite. Elle est anglaise en Angleterre. Ils utilisent le mot « en C » tout le temps, ce qui en gros veut dire qu'elle dit que tout ça arrive à cause de Blake elle-même. Nous, on ne fait rien. Et elle continue en écrivant qu'elle s'est tiré une balle dans le pied en faisant le coup du unfollow et en insistant pour qu'il n'y ait aucune photo ensemble. Je suis d'accord. D'accord. Son plan d'être méchante a échoué. C'est une méchante de dessin animé. Elle se disait ça va être bizarre. Nous allons le mettre au sous-sol. Nous allons l'isoler. Nous allons le faire se sentir seul. Et elle n'a jamais pensé qu'il y aurait une conséquence sociale à supporter pour cela. Et c'est ce qui s'est passé. Et donc, l'équipe de relations publiques de crise n'a jamais eu à mettre en œuvre aucun plan parce que le fait que Blake soit méchant s'est retourné contre lui. C'est l'histoire. Une narcissique a ciblé quelqu'un qu'elle considérait comme faible et cela s'est retourné contre elle. Et il continue encore en vous montrant ces derniers points ici. Dans cette plainte, ou plutôt dans cet amendement, ils vont même jusqu'à nous dire de ne pas croire ce que nous voyons de nos propres yeux, parce que je lis ce que disent les gens des relations publiques et ensuite elles le déforment. Et cela nous amène aux plaintes auprès des ressources humaines, d'accord? Maintenant, je vous ai dit que quelqu'un dans l'équipe de Blake faisait clairement circuler ces plaintes que nous vous avons montrées dans l'émission d'hier, bien en août, au moment de la première. Et ils ont pu, l'équipe de gestion de crise en relations publiques, ils ont pu étouffer l'affaire parce que la raison pour laquelle ils ont tué ces histoires, c'est qu'elles n'étaient pas réelles. D'accord? Elles ne sont pas datées. Ils ne donneront aucune information. Et Sony est sorti et a fait une déclaration à Variety à l'époque, disant qu'il n'y avait aucune plainte auprès des ressources humaines. De même, Wayfarer a déclaré qu'il n'y avait eu aucune plainte en matière de ressources humaines. Donc, ils ont fait enterrer l'histoire sous prétexte que tout ce qui circulait n'était pas réel. Ce n'était pas authentique. Ils ont essayé de présenter cela dans l'amendement. Ils ont essayé de le présenter comme un énorme « aha » en disant « Nous avons réussi à tuer cet amendement ». Et voici le langage qu'ils utilisent. Vous savez, moins d'une semaine plus tard, ils se sont vantés d'avoir réussi à faire taire des histoires concernant des plaintes RH sur le plateau, MS. Nathan a remarqué que cela s'était très bien passé, c'était du génie. Alors, d'accord, nous avons 4 majors. Se retirer de la plainte des RH. Ouais, ce n'était pas réel. Son travail consiste à démystifier les choses lorsqu'elles ne sont pas vraies. Et donc, le fait qu'ils essaient de nous faire croire que quelque chose n'allait pas ici est complètement ridicule. C'est totalement ridicule. D'accord, maintenant, avant de parler d'Isabella Ferreira, parce que je veux vraiment souligner quelque chose ici que je trouve extrêmement inquiétant dans sa relation avec elle et comment je pense qu'elle l'a délibérément attiré dans sa toile, pour ainsi dire. Je veux juste vous montrer comme vraiment illustrer les 4 ou 5 points majeurs d'hypocrisie dans ce procès. Ce qui me fait penser qu'en réalité, il n'y a aucune stratégie derrière ce qu'ils font ici. Ils réagissent au public et ne réfléchissent même pas au fait que les arguments qu'ils ont avancés plus tôt sont maintenant en contradiction avec ceux qu'ils présentent aujourd'hui. Il n'y a rien d'autre que de l'hypocrisie. Et je pense que le plus grand ajout à cela, qui a vraiment démontré que rien n'a de sens, c'était le point 0,84. C'est tout simplement stupéfiant. Donc les gens, nous avons appris par Brian Friedman qu'en réalité, Blake Lively avait reçu une proposition pour rencontrer la coordinatrice d'intimité, malgré le fait que tout le récit tournait autour de la coordinatrice d'intimité. Il n'y avait pas de coordinatrice d'intimité. Ils exigent une coordinatrice d'intimité. Nous avons ensuite vu un message texte où Justin lui écrit en avril et dit
je rencontre la coordinatrice d'intimité si tu veux la rencontrer. Et elle répond, non, tout va bien pour moi. Tu vois, elle dit juste, en fait, je me sens bien. Je peux la rencontrer quand on commencera, vraisemblablement quand on commencera à tourner. Et elle dit merci quand même. Donc, il lui a proposé, juste avant qu'il ne commence à tourner, juste avant le début du tournage principal, de rencontrer la coordinatrice d'intimité. Et elle a dit non, ce qui rend tout ce que Ryan disait. Où est la coordinatrice d'intimité? Ça n'a tout simplement aucun sens. Donc, ils ont estimé qu'ils devaient répondre au fait que le public ait appris cela. Et ils ont écrit ceci dans leur amendement. Point 84. Ils ont écrit « Madame Lively s'est plainte d'un comportement inapproprié dès mai 2023 qui s'est produit en l'absence d'une coordinatrice d'intimité et qui a finalement conduit Wayfarer et Sony à accepter, avec Madame Lively, que la présence constante d'une coordinatrice d'intimité n'était pas seulement raisonnable, mais essentielle. Contrairement à ce qu'affirment les défendeurs ailleurs, Madame Lively n'a pas refusé de rencontrer la coordinatrice d'intimité du film. Elle a dit « Tout va bien pour moi ». Elle a déclaré qu'elle n'avait pas besoin de la rencontrer avant le début du tournage car il n'y avait pas de scène intime dans un avenir proche, donc elle pourrait parler une fois le tournage commencé. MS. Lively a eu un appel avec le coordinateur d'intimité pendant les préparatifs. Ces conversations ont eu lieu peu de temps après le tournage des scènes concernées. Cela nous indique donc que non seulement elle a effectivement refusé de rencontrer la coordinatrice d'intimité, mais qu'à présent, elle explique que c'est parce qu'il n'y avait pas de scènes à venir pour lesquelles elle avait besoin d'elle, tout en précisant qu'elle avait une ligne de communication directe avec la coordinatrice d'intimité. Elle affirme qu'elle a eu un appel téléphonique avec elle. Elle avait son numéro. Donc, si à un moment donné, elle affirme s'être sentie mal à l'aise en présence de Justine Baldoni, si elle a ressenti cela après avoir tourné. Une scène, la scène de danse, vous savez, où ils se parlent et où elle ment en affirmant qu'il était hors de son personnage. Mais elle a oublié de mentionner qu'elle lui parlait elle-même hors de son personnage. Pourquoi n'a-t-elle pas simplement demandé à la coordinatrice d'intimité, à partir de ce jour-là, d'être présente à chaque étape avec elle? Elle ne l'a pas fait. Pourquoi, après cette scène, qui est censée être la scène majeure qui l'a mise mal à l'aise, l'a-t-elle invitée dans sa loge alors qu'elle allaitait? Rien de tout cela n'a de sens. Reconnaître maintenant que vous aviez une communication avec une coordinatrice d'intimité prouve en fait leur point de vue. Que votre liste de 17 exigences envoyées en novembre pour arrêter complètement le tournage principal n'a jamais eu de sens. Vous inventiez toujours des problèmes qui n'en étaient pas. Vous aviez accès à une coordinatrice d'intimité, ce qui est exactement ce que l'équipe de Justine Baldoni affirme. Ils ne vous ont jamais privé d'une coordinatrice d'intimité. Donc tout cela, les blagues de Ryan Reynolds dans Deadpool, ses plaisanteries avec Sandra Bullock et partout ailleurs sur Internet, c'était vraiment quelque chose que vous avez inventé. C'est ce que le public voit. Une autre chose que je veux souligner, c'est qu'elle se retrouve constamment en conflit lorsqu'elle dit que Justin Baldoni a essayé de changer le scénario. C'est un point majeur ici. Ils avaient un scénario préalablement convenu auquel elle avait adhéré et il s'en est écarté. Et cela a abouti à des modifications sexuelles gratuites, d'accord? Pour être clair, Justin Baldoni conteste cela. Il dit « Non, tout cela était déjà là. Et aussi, elle m'a en fait embrassé plusieurs fois alors que nous n'étions pas censés être intimes, ce qui m'a fait penser qu'improviser et essayer de trouver notre alchimie était acceptable. » Mais elle avance l'argument que le fait qu'il fasse cela, qu'il fasse quoi que ce soit en dehors du scénario préalablement convenu, est mal. En même temps, elle soutient, comme nous venons de le voir, qu'elle a apporté de nombreux changements au scénario. Et ça, c'était acceptable. Quelles sont les règles ici, Blake? On ne peut pas défendre les deux positions à la fois. Donc, Justine ne peut faire aucun changement après que tu aies signé et dit « Voici le scénario ». Il n'a pas le droit de faire le moindre changement. Mais toi, tu peux rallier tes dragons et dire « En fait, j'ai changé toute la scène. Lila est appréciée ou tu vas te faire brûler. » C'est ce qu'elle pense. Elle pense que les règles s'appliquent à toi, mais pas à elle. Et c'est ce que démontre ce procès. Elle reconnaît à plusieurs reprises « J'ai changé les scènes. J'ai écrit toutes ces répliques, pas parce que j'essayais de prendre le contrôle du film, mais parce que je suis un génie créatif. Je suis tout simplement tellement talentueuse. Et j'essayais de l'aider. Ces messages montrent qu'elle change constamment les scènes, mais elle l'accuse, lui, de s'écarter des scènes convenues à l'avance. C'est absurde. D'accord. Et si tu crois vraiment, Blake, qu'un tel comportement dans ce contexte équivaut à du harcèlement, alors tu vas devoir expliquer ton mari. Tu vas devoir expliquer pourquoi tu ne défends pas toutes les victimes que ton mari doit forcément avoir en tant que roi de l'improvisation. Tout le monde sait que Deadpool improvise tout le temps.
Est-ce que tu soutiendrais Blake Lively des poursuites contre ton mari de la part d'acteurs comme TJ Miller? Souviens-toi, TJ Miller était le gars qui pensait que Ryan utilisait l'improvisation sur Deadpool pour en réalité déverser sa colère contre lui, essayer de le détruire en tant qu'être humain et le rabaisser. Il a dit qu'il ne travaillerait plus jamais avec Ryan Reynolds. Après cette interview, lui et Ryan Reynolds, pour être clair, ont réparé leur relation. Mais il a essentiellement dit qu'il utilise Deadpool pour harceler les gens. D'accord? Alors, Blake Lively pourrait-elle être poursuivie pour harcèlement? Parce que improviser, c'est tellement mal, ça n'a jamais été vu auparavant. Personne n'a jamais vu ça au théâtre. C'est la première fois que ça arrive. Bref, elle est complètement à côté de la plaque et je ne vois vraiment pas comment ces amendements nous montrent autre chose que le fait qu'elle n'a rien, absolument rien, ce qui rend d'autant plus intéressant le fait qu'elle continue de parler d'Isabella Ferreira dans les médias et continue d'implanter dans l'opinion publique l'idée que le casting la soutient. D'accord? Qu'il y a 2 autres personnes avec qui elle a discuté de son comportement inapproprié. Comme je l'ai dit, ce ne sera que des discussions entre filles, des filles qui se soutiennent entre elles. Mais elle dit aussi qu'ils vont devoir obliger ces personnes à témoigner, parce que c'est ce que cela signifie quand on dit que ces témoins lui ont donné la permission de partager le contenu et qu'ils témoigneront et produiront des documents pertinents lors de la phase de découverte. Cela signifie qu'ils le feront sous la contrainte, d'accord? Voici mon avis. Retenez bien ce que je dis, vous pouvez m'en tenir rigueur. Voici ce qui va se passer. Elle va détruire la vie et la carrière d'Isabella Farah. C'est ce que je pense. Isabella Farah va tomber, d'accord? Isabella Farah pensait que Blake Lively était son ami. Elle pensait que Blake Lively faisait tout ça parce qu'elle voulait être sa grande sœur. Elle l'habillait, l'a emmenée à la première de Deadpool. Nous avons parlé de cette stratégie de bombardement d'amour systématique, à laquelle elle et Ryan Reynolds s'adonnent, d'accord? Et je ne m'en étais pas rendu compte. Je n'y avais pas pensé parce que je me demandais qu'a-t-elle offert à Isabella Ferreira? Nous avons découvert avec Brandon Sklenar qu'il est probable qu'il l'ait mis en contact avec WME, un contrat là-bas. Avec Lise Plank, elle lui a donné des conseils sur les bromances dans un passage obscur du documentaire sur Wrexham. Et je me suis demandé qu'a-t-elle fait avec Isabella Ferreira? Comment l'a-t-elle manipulée au point qu'elle l'utilise maintenant? Et Isabella Ferreira, laisse-moi te dire, prends vite un avocat parce que tu t'es fait avoir, d'accord? Elle ne t'aimait pas comme une petite sœur, elle visait un film. Et puis, j'ai trouvé ce clip qui circule sur Internet où Isabella Ferreira, à la première londonienne de It Ends With Us, se fait interroger sur sa relation avec Blake Lively. Écoute ça. Qu'est-ce que ça fait de travailler avec Blake? Est-ce qu'elle t'a donné des conseils? Je l'adore, c'est la meilleure. Elle m'a donné tellement de conseils. Elle a été tellement généreuse avec moi. Elle m'a donné des vêtements. Elle m'a nourri. Elle m'a laissé dormir chez elle. Je veux dire, elle a vraiment été comme la grande sœur que je n'ai jamais eue. Je suis enfant unique. Donc je me dis, c'est tellement agréable. Bombardement d'amour, d'accord. Bombardement d'amour. Maintenant, l'une des choses que j'essaye de vous expliquer très clairement, c'est que l'âge compte, n'est-ce pas? Certaines choses que vous pourriez revoir plus tard ou même sur le moment, vous vous dites que ce n'est pas bizarre. Un bon exemple. Quand vous êtes au lycée, pour ceux d'entre nous qui buvaient alors qu'on n'en avait pas le droit et qu'on n'aurait pas dû, et qu'il y avait cette personne, la maison où vous pouviez aller. Et la mère qui prépare des cocktails comme dans Lolita malgré moi. Vous voyez? La mère qui va vraiment sortir pour aller acheter des boissons. Quand on est plus jeune, on trouve ça cool, c'est une mère cool. Puis on grandit et on se dit, c'est très bizarre. Et tu te demandes, où est cette femme qui donnait de l'alcool à des mineurs? Parce que j'aimerais bien la dénoncer maintenant. C'est là où j'en suis aujourd'hui, où je me rends compte à quel point c'est complètement inapproprié et fou pour n'importe quel parent de faire ça. C'est exactement la même situation où Isabella Ferreira a 23-24 ans. Elle a peut-être 24 ans maintenant, elle en avait 23 au moment du tournage. Et elle regarde ça en se disant, c'est trop cool. Genre, elle m'invite à dormir chez elle. Pourquoi Blake Lively invite-t-elle Isabella Ferreira à dormir chez elle? Blake Lively a 37 ans et 4 enfants, et pas seulement 4 enfants. Elle venait tout juste d'accoucher de son 4e. À ce moment-là, elle allaitait encore, elle tirait son lait. Pourquoi invites-tu d'accord une collègue de travail chez toi? Si tu veux dire que tu veux aller dîner, c'est normal, totalement cool. Tu veux traîner après le travail, après une longue journée de tournage, peu importe. Pourquoi l'invites-tu chez toi pour une soirée pyjama? Ce n'est pas approprié pour une femme adulte de 37 ans de faire ça avec une jeune femme de 23 ans. Il y a
Des circonstances atténuantes pourraient avoir sens. C'était une tempête de neige. Tu ne peux pas trouver de taxi. Aucun problème. On a une chambre d'amis. Aucun problème. Mais là, on dirait une soirée pyjama de filles. Ça ressemble à ce que je faisais avec mes amis du même âge. Quand on sortait, qu'on passait une bonne soirée, tu vois, à traîner et qu'on se disait « Oh, on va juste toutes dormir ensemble. » Nous allons juste faire une grande soirée pyjama et vous bavarder. C'est le but des soirées pyjama. OK, vous bavardez, vous échangez des histoires, vous vous rapprochez les uns des autres et tout ça va bien. Si Isabella Ferreira faisait ça à un autre jeune de 23 ans, je n'aurais aucun problème avec ça. Mais ce n'est pas un autre jeune de 23 ans, les gars. Il s'agit d'une femme de 37 ans qui invite un collègue de 23 ans à passer la nuit chez lui. C'est bizarre. Ne laissez personne vous dire le contraire. C'est bizarre. Ce n'est pas ce que font les femmes de 37 ans. Je ne fais pas de soirée pyjama. J'ai 35 ans et je ne fais pas de soirée pyjama. C'est comme si j'étais sortie du groupe des soirées pyjama. Vous voyez, si le jeu des soirées pyjama ne fonctionnait. Pourquoi? Parce que adulte, je rentre chez moi. Aucune situation ne m'en empêche. Je rentre chez mon mari. Et ce serait bizarre que je dise « Eh, mes amis de 23 ans peuvent venir faire une soirée pyjama? » Mon mari serait là. De quoi tu parles? On est là, genre, il faut se lever, les enfants se réveillent à 5h30 du matin. Qu'est-ce que tu racontes? Encore une fois, il y a certaines circonstances, d'accord, où ça pourrait avoir du sens, des circonstances exceptionnelles, mais ça n'a pas l'air d'être le cas. Elle me donne ses vêtements. Pourquoi est-ce que j'ai l'impression d'être à une soirée pyjama d'adolescent? Elle me donne ses vêtements et on fait de la pâtisserie ensemble. Et en plus, on fait des soirées pyjama. C'est bizarre, Isabella. D'accord, tu ne t'en rends peut-être pas compte maintenant, mais c'est bizarre. Et quand tu dis qu'elle est comme une sœur, c'est ce qu'elle voulait que tu ressentes. D'accord, Blake Lively est une personne dérangée. Je vous le dis, vous avez été ciblé. Vous ne réalisez pas que vous avez été ciblé, mais vous l'étiez. Et parce qu'ils savaient qu'ils avaient besoin de quelqu'un qu'ils pourraient intégrer à leur sort. Elle a également ciblé Isabella Ferreira en lui disant que Taylor Swift l'avait choisie personnellement. Imaginez maintenant que vous avez 23 ans. Que représente Taylor Swift pour vous? Oh mon Dieu, icône, sommet du monde. Vous essayez d'obtenir des billets pour ces spectacles à guichets fermés à toutes les époques. Et maintenant, vous êtes dans la maison de la meilleure amie de Taylor Swift. Et elle vous dit, pendant une soirée pyjama, que Taylor Swift vous a personnellement choisi, comme si vous faisiez maintenant partie du groupe. Vous êtes avec notre groupe de filles. Tu veux porter mes vêtements? Oh, le malaise que je ressens en sachant cela, en tant que femme de 35 ans et en réalisant qu'Isabella était juste jeune et influençable. Et je te jure, l'âge auquel ton cerveau est complètement développé, je crois que c'est 26, 27 ans. Littéralement, le cerveau d'Isabella n'est pas encore totalement développé selon la science, d'accord? Et pourtant, Blake Lively est arrivée et l'a littéralement bombardée d'amour. Et elle n'en avait aucune idée. Elle ne se rendait pas compte qu'elle était manipulée, tout comme je pense que Brian Sklenar ne savait pas non plus qu'il était manipulé. Lise Plank, je ne sais pas, n'avait aucune idée qu'elle serait manipulée. Ils étaient tous là à se dire « Quel couple incroyable ». Il y a même un extrait où Brian Sklenar dit « Je ne sais pas ce que j'ai fait pour mériter qu'il fasse autant de choses formidables. Tu as affaire à des psychopathes de première catégorie. Voilà ce que tu as fait. » OK, c'était à propos de Justine Baldoni. Et elle savait, tu sais, Ryan Reynolds et elle étaient là. Il nous faut quelqu'un d'autre sur le plateau pour dire qu'il s'est passé quelque chose. Et ils ont choisi Isabella parce qu'elle aurait été la plus vulnérable aux paillettes Taylor Swift, aux cupcakes cuits à minuit. Restons éveillés tard. Faisons-nous les ongles. Allez, faisons-nous juste les ongles. Oh mon Dieu, je me sens tellement mal à l'aise. Est-ce que je peux me confier à toi sur quelque chose? C'est ce que font les filles. Elles se racontent des secrets lors des soirées pyjama. Je peux te dire quelque chose? Il m'a fait mal. Justine Baldoni ne m'a pas fait bien. Il a regardé mes fesses. Est-ce que tu t'es déjà senti comme ça? Au lieu d'une femme de 37 ans avec 4 enfants à l'étage, et elle est là, genre, ouais, elle essaye juste de ressentir un attachement parce qu'elle est plus jeune? Ouais, non, je me suis sentie bizarre pendant cette scène d'orgasme, pour être honnête. Parce qu'on le sait déjà, d'ailleurs, parce que l'équipe de Blake ne se soucie pas du fait qu'elle soit jeune ou du fait qu'elle ait toute sa carrière devant elle. Ils essaient maintenant de l'utiliser pour tenter de justifier leur procès. Et je crois que c'est un plan diabolique qu'elle a élaboré il y a longtemps. Et Isabella Ferreira est en réalité une victime d'une femme sournoise et malveillante nommée Blake Lively. Voilà ce que j'en pense. Bref, je voulais aussi vous dire que l'équipe de Taylor Swift fait savoir au monde entier qu'elles ne sont plus amies. Elles ne se parlent plus. Désolée, Isabella Farah, si tu pensais que tu allais avoir un lien avec Taylor Swift. Son équipe frappe fort et affirme que Taylor Swift ne parle plus à Blake Lively après que le scandale Justine Baldoni a bouleversé leur amitié de plusieurs décennies.
Encore une fois, je pense que Taylor Swift a plus à voir avec cette histoire, mais elle ne compromettra jamais sa carrière ni sa marque. Elle te laissera tomber comme une vieille chaussette. Et c'est désormais officiel. Elle a aussi donné cette information à Page Six. Et en même temps, parce que son équipe marketing est excellente, ils insistent sur le fait qu'elle est juste avec Travis et qu'ils vivent dans leur petit monde à eux. Et elle est repartie. Et elle n'est pas photographiée. Et elle, ils ont acheté un chiot. Je ne plaisante pas. Son équipe marketing a même laissé entendre que Taylor Swift et Travis Kelce vivent un conte de fées. Ils ont eu un chiot. Ils ne veulent rien avoir à faire avec Blake Lively. Et puis, elle n'a jamais su qu'on l'appelait le dragon à cause de Blake Lively. Rien de tout cela n'est vrai. Taylor Swift n'a jamais rien fait de mal. Elle a toujours été une parfaite victime. Et je voulais juste vous rappeler que peu importe ce que nous apprenons, ne croyez pas une seule seconde que Taylor Swift aurait pu faire quelque chose de mal. Pas dans toute sa vie. Tout le monde profite toujours. Très bien, les amis, passons à notre sponsor, Preborn. Planned Parenthood dépense des millions pour cibler les femmes vulnérables, les convainquant que la pilule abortive est une solution rapide et facile. Mais la réalité est autre, beaucoup de femmes vivent dévastation après cela. Elles ressentent douleur, regret. Une réalité, vous avez mis fin à une vie. Preborn intervient grâce à une technologie innovante. Ils atteignent les femmes déterminées à avorter avant même qu'elles ne prennent la pilule, avant qu'il ne soit trop tard. En fait, à ce jour, le réseau de cliniques Preborn a sauvé plus de 300 000 vies et ils ont aidé plus de 90 000 femmes. Et ils ont vu 90 000 femmes, venir à Christ. Et cela ne s'arrête pas là. Le réseau de cliniques Preborn accompagne ces mamans à chaque étape, en leur offrant des conseils, des fournitures de maternité et le soutien dont elles ont besoin pour choisir la vie. Ils ne peuvent pas le faire sans notre soutien. Seulement 28 $ permettent de financer une échographie pour une femme en situation de crise. C'est tout. 28 $ pour l'aider à voir son bébé et à choisir la vie à la place. Pour faire un don, il vous suffit de composer le dièse 250 et de dire le mot-clé bébé. C'est dièse 250 bébé. Ou faites un don en toute sécurité sur preborn.com/Candace. C'est preborn.com/Candace. Je vous rappelle aussi l'existence de la Wellness Company, car il pourrait y avoir une nouvelle crise sanitaire mondiale, voire une autre pandémie. Et ce n'est pas un hasard si le mandat du docteur Anthony Fauci a commencé le 1er janvier 2014. Cela marque un moment charnière dans l'histoire, l'année où l'administration Obama et les agences à 4 lettres ont pris le contrôle de l'Ukraine. Peu de temps après, Fauci a dirigé des recherches controversées sur le gain de fonction concernant les chauves-souris et les coronavirus dans des laboratoires biologiques en Ukraine. Et si cela n'était pas déjà assez inquiétant, de nouvelles découvertes indiquent que Pfizer aurait versé un pot de vin à la FDA pour faire approuver son vaccin pour un usage massif. Ce développement mondial coordonné ne concernait pas seulement la santé publique. Il s'agissait de pouvoir de contrôle de profit. Et, par coïncidence, les médias tirent la sonnette d'alarme à propos d'une nouvelle souche de grippe aviaire qui pourrait se propager rapidement, décimant des populations et submergeant les systèmes de santé. C'est pourquoi vous avez besoin du kit d'urgence contre les contagions de la Wellness Company, conçu par le docteur Peter McCullough et son conseil médical. Il comprend 5 médicaments qui sauvent des vies, comme l'ivermectine, l'hydroxychloroquine, le Tamiflu et un nébuliseur. Conçu pour vous protéger de la prochaine menace mondiale, commander est simple. Il vous suffit de remplir un formulaire d'admission numérique et votre kit arrive sous 1 à 2 semaines. Alors ne laissez pas la prochaine épidémie vous prendre au dépourvu. Restez prêts à affronter l'imprévu. Mes auditeurs économisent 48 $ sur leur commande, plus la livraison gratuite, en se rendant sur TWC Health Candace et en utilisant le code Candace lors du paiement. Agissez pour un avenir en meilleure santé avec TWC. .health/Candace et avec le code promo Candace, les kits sont disponibles pour les résidents des États-Unis. Très bien, beaucoup d'entre vous me demandent des nouvelles de Becoming Bridget. Je sais que nous devions en parler aujourd'hui et puis, évidemment, son amendement est arrivé à minuit. C'est pourquoi j'ai dû changer de sujet. Ne vous inquiétez pas, ça arrive. De plus, Becoming Bridget décolle partout. C'est tout simplement incroyable. C'est une histoire incroyable ici sur la façon dont j'ai voulu porter cela au public et comment les médias m'ont attaqué. Ils m'ont traité de folle, on dit que je faisais une psychose postpartum, ce qui était hilarant, et ils ont fait tant de choses pour protéger cela. Et maintenant, c'est sorti, et les gens essaient de s'en procurer. Nous sommes en discussion avec une personne en particulier qui souhaite collaborer avec nous sur cette série, mais l'essentiel, c'est que je suis simplement reconnaissante envers vous tous pour avoir permis à ce projet de rencontrer un tel succès. Et d'ailleurs, nous avons subi de sérieuses attaques DDoS. Pour ceux d'entre vous qui ont eu des difficultés à regarder l'épisode avec Xavier Poussard. C'était fou. C'était tout simplement délirant.
Nous avons reçu 180,3 millions de requêtes sur notre site Web. C'est ça, une attaque DDoS. Ils essaient de submerger votre site Web en faisant en sorte que tout le monde tente d'y accéder en même temps. Et ils sont montés jusqu'à 180 millions de requêtes qui arrivaient, ce qui est insensé. 1,6 million de requêtes en un peu plus d'une minute. C'est à cette vitesse que les requêtes arrivaient. Et jusqu'à présent, le site a reçu 638 millions de requêtes, ce qui n'est encore qu'un trafic destiné à saturer vos serveurs. Mais nous avons surmonté cela et nous voulions que vous sachiez que nous allons relancer la série Devenir Brigitte, parce que je sais que beaucoup de gens se posent des questions. Les gens demandent, Brigitte Macron est-elle la mère d'Emmanuel Macron? Nous allons aborder toutes ces théories, nous allons relier tous ces éléments. Vraiment, ces points restaient en suspens. Et je vais vous expliquer mon raisonnement. Vous savez, nous voulions consacrer ces 7 premiers épisodes à vous donner uniquement les faits, vraiment les faits bruts, pour que vous puissiez tirer vos propres conclusions, comme vous l'avez fait. Ainsi, vous pouviez commencer vos propres recherches et comprendre que cette histoire n'a jamais été une théorie du complot. Et puis, un président en exercice d'un pays n'envoie pas une lettre à une journaliste du Tennessee parce qu'elle ment. Ils envoient une lettre parce qu'ils ne veulent pas que cela arrive. Ils ne veulent pas que le monde entier soit au courant de ce qui se passe. Et maintenant, le monde entier l'est. Et nous n'avons pas encore eu de nouvelles de l'équipe d'Emmanuel Macron. Comme je le répète sans cesse, j'espère qu'il portera plainte. Je lancerai un financement participatif pour le procès. Ça m'est égal. Nous récolterons de l'argent dans le monde entier pour que je puisse me battre et obtenir des réponses à des questions de base, à savoir s'ils sont liés Brigitte Macron et Emmanuel Macron. Encore une fois, demain, nous rassemblerons tous ces éléments pour vous. Je suis désolée que nous ayons un jour de retard. Mais il y a encore tellement de choses à venir. Et comme je l'ai dit hier, nous allons très bientôt annoncer notre prochaine série d'enquêtes. Et vous allez devenir fou. Je veux voir si vous avez des idées sur ce que cela pourrait être, sur ce que je vais enquêter. Et ça va être l'un de ces trucs où vous allez dire « Candace, tu es folle. » C'est impossible. C'est impossible. Et puis, vers le 3e épisode, votre esprit va être complètement bouleversé. Et là, vous allez vous dire, je ne pourrai plus jamais faire confiance aux médias traditionnels. Donc, j'ai hâte de voir quelles sont certaines de vos suppositions. Bon, commençons à lire certains de vos commentaires ici. Maintenant que nous avons fait cette analyse approfondie sur Blake Lively, Diana écrit « Ce qui est dégoûtant, c'est d'utiliser l'aveu de JB sur son passé comme preuve. Peu d'hommes reconnaissent et s'ouvrent, et cela revient à dire aux hommes et à toute personne en réalité que si vous avez fait de mauvaises choses, vous ne pouvez pas changer. Oui, utiliser la conférence TEDx était vraiment une manœuvre grossière, et je veux dire qu'il s'appuie sur les pires stéréotypes de ce que cela signifie d'être une femme. Comme l'idée que les femmes ne font que manipuler, ne disent pas la vérité, et essaient simplement de faire tomber un homme. Ce stéréotype existe à cause de ce qu'elles font, et on le voit dans leur procès. C'est tout simplement indéniable. Il n'y a aucune raison d'inclure cette conférence TEDx hors contexte pour faire croire aux gens que Justin Baldoni a fait des aveux qui allaient à l'encontre de quoi que ce soit ou d'utiliser un extrait de lui discutant de son personnage Ryle et de prétendre que ses paroles venaient de Justin lui-même. C'est une affaire sordide qui repose sur l'idée que le public est stupide, mais le public n'est tout simplement pas stupide. Kay écrit « Salut, Candace! Merci pour l'excellente couverture de l'affaire Lively-Baldoni. Et je suis aussi fascinée par l'histoire de Brigitte, avec tout mon amour de ta nouvelle fan, qui est une libérale. Ce n'est pas grave. Bienvenue à tous. Je suis heureuse que nous soyons tous en train de dépasser le cap de croire aux stéréotypes véhiculés par les médias traditionnels. Donc, c'est approprié. C'est comme si tu peux croire qu'ils ont menti à propos de Justin Baldoni, tu peux probablement aussi croire ou très vite arriver à la conclusion qu'ils ont peut-être menti à propos de quelques autres personnes, certainement à mon sujet. Ce qu'ils ont dit à mon sujet, que j'étais littéralement Hitler, ce n'est pas vrai. Je ne suis pas littéralement Adolf Hitler. Ce n'est pas du tout juste. Lalique écrit « Le regard d'admiration montre sa cousine Baldoni. » Oui, ma cousine Baldoni. Pendant qu'on passe des extraits de lui étant authentique, c'est adorable. Une chose est sûre, Lively est tombée amoureuse et Reynolds a conquis Lively. Je suis tout à fait d'accord avec toi. J'espère qu'un jour, Justine Baldoni et moi pourrons nous asseoir ensemble. Comme je l'ai dit, donc, quand tout cela arrivera à sa conclusion, et je pense que ce sera bientôt, je ne pense pas que ça ira vraiment jusqu'au procès. Nous tous, tout le monde dans le chat, on va acheter du kombucha, on va le boire ensemble, on va trinquer et on va fêter ça. Et ce sera la première fois que je bois du kombucha. Je ne sais pas si je le prononce correctement. Le kombucha, c'est probablement délicieux, pour être honnête. Je ne sais même pas ce que c'est. Je ne sais même pas si Justine aime ça, mais c'est juste devenu le stéréotype que nous créons de mon cousin qui a besoin d'être défendu.
Et je suis content de voir que le monde commence à se lever et à dire plus jamais de harceleurs à Hollywood. Avant de lire ces derniers commentaires, je veux aussi remercier American Financing. Je sais qu'il y a tellement de gens qui travaillent dur pour subvenir aux besoins de leur famille, mais il peut sembler que vous faites un pas en arrière chaque mois au lieu d'avancer parce que les factures sont plus élevées que jamais. Elles sont plus élevées que ce que vous gagnez. Vous êtes obligé de sortir la carte de crédit pour couvrir la différence et la dette s'accumule. Mais si vous êtes propriétaire, American Financing peut vous aider à sortir de ce cercle vicieux. American Financing permet à des personnes comme vous d'économiser en moyenne $800 par mois. Pensez à ce que vous pourriez faire avec $800 de plus chaque mois, sans avoir à vous soucier de ces paiements mensuels minimum. Et encore mieux, cela ne coûte rien de découvrir combien vous pourriez économiser. Il suffit simplement d'un appel très rapide à American Financing. Et si vous commencez aujourd'hui, vous pourriez même reporter 2 paiements hypothécaires. Alors appelez American Financing dès aujourd'hui et commencez votre chemin vers une vie sans dette de carte de crédit. Il vous suffit d'appeler le 807 95 12 10. Encore une fois, c'est le 807 95 12 10 ou rendez-vous sur americanfinancing.net/Owens. C'est americanfinancing.net/Owens. D'accord. Encore quelques commentaires. Plebe écrit « Merci d'être aussi honnête. Votre nouveau livre sera-t-il disponible en livre audio? » Oui, je fais toujours 2 choses. J'écris mes propres livres et j'enregistre moi-même mes livres audio. Et d'ailleurs, c'est rare que les gens écrivent eux-mêmes leurs livres. Tout le monde utilise un nègre littéraire. Je ne peux pas. J'ai un podcast chaque jour. Vous connaissez ma voix. Vous savez mots j'utilise et le remarqueriez. Candace, ça sonne bizarre. Je ne me sens pas connectée. J'ai écrit ce livre et j'ajoute un petit amendement à propos de Blake Lively dans un chapitre que j'avais déjà rédigé sur la marque de féminisme de Taylor Swift. Et encore une fois, j'ai écrit ce livre il y a des années et il se trouve que tout cela est arrivé juste au moment où nous avions prévu de l'annoncer le 14 février. Taylor Swift fait la une à cause de Blake Lively, donc je vais ajouter vraiment un addendum, mais je vais l'appeler un amendement parce que ça me semble plus approprié. Mais oui, vous pouvez aller acheter ce livre. Vous l'aurez moins cher maintenant si vous l'achetez en pré-vente sur CandaceOwens.com. C'est là que se trouve tout ce que je fais. Je suis très enthousiaste à propos de ce livre. Il me semble que le moment est venu de parler de la différence entre le féminisme et une forme de féminisme qui cherche simplement à donner du pouvoir aux femmes en rabaissant les hommes. Et il faut arrêter de faire ça. Et il faut se rappeler que ce sont nous qui donnons naissance aux hommes. Ce sont nos frères, ce sont nos maris. Nous ne sommes pas séparés d'eux. Et donc, si nous favorisons un monde où des personnes comme Justin Baldoni peuvent être démolies, nous parlerons alors de nos cousins, de nos frères, de nos maris. Et ce n'est tout simplement pas un monde dans lequel nous voulons vivre. Surtout moi, j'ai 3 fils. Cara écrit « B et R ont un complexe de Dieu, Blake et Ryan ». La chose la plus triste ici, c'est le message du film. Qui pourrait en réalité aider d'autres femmes dans des relations toxiques à ouvrir les yeux est éclipsé par leur ego. Eh bien, si on voit le verre à moitié plein, je dirais que maintenant, nous nous penchons sur la toxicité féminine, non? Au moins, nous pouvons maintenant avoir une longue discussion sur presque l'opposé de cela parce que c'est une forme de violence, à mon avis. Ce qu'ils font, ce qu'ils ont fait, est une véritable forme de violence. Et c'est juste que les gens ne pensent pas souvent aux femmes comme à celles qui pourraient éventuellement faire cela. Et je dirais que oui, selon ce critère, le livre a été un immense succès. Ce n'est pas le succès qu'ils espéraient, mais c'est certainement le succès qu'ils ont obtenu. Billy écrit « Je t'aime, Candace. Justin Baldoni est littéralement un chiot. Oui, il est littéralement un chiot partout et il est clair qu'il fait ce genre de discours depuis très longtemps. » Cette personne écrit « Il devrait aussi porter plainte pour la laideur de ses tenues. Pour être honnête, je n'ai pas regardé le film, mais je peux dire que les tenues que j'ai vues dans le film, juste via les réseaux sociaux et tout ça, sont effectivement, objectivement moches. » John écrit « Les cliffhangers d'hier à propos de ta prochaine histoire. Ouf, le monde est en suspens. De qui s'agit-il? Moi, lui, eux, elle, nous, le président. Personne ne veut être dans ta ligne de mire ou sur le banc des accusés de ton enquête. Oui, eh bien, je dirais que ce sera un autre référendum sur les médias. Je ne peux pas trop en dire, j'en ai envie. Je n'aime pas garder de secret. Et quand je vous le dirai, vous direz « Comment as-tu gardé ce secret si longtemps, Candace ?» Et je vais juste répondre, parce que vous ne m'avez jamais posé la question. C'est comme ça que j'ai réussi à garder le secret aussi longtemps. Jackie écrit « N'arrête jamais. Tu es mon inspiration et tu as les nerfs d'acier que j'aimerais avoir. » Merci beaucoup, Jackie. Je vous rappelle que si vous voulez soutenir l'émission, vous pouvez acheter un gobelet « Everything is fake in 1990s gay standis ». D'ailleurs, je veux savoir qui les a tous collectionnés jusqu'à présent, parce qu'on est vraiment proche des 4 millions maintenant. Si vous regardez sur YouTube, cliquez sur « S'abonner »
Aidez-nous à atteindre 4 millions. On est à 3,92. Mais qui compte? Moi. Et je suppose qu'on peut laisser de côté le procès de Blake Lively pour un moment. C'est triste. Personne ne me convoque. Personne ne m'a assigné à comparaître. Rien. C'est fou. Et je n'ai pas envie de dire au revoir au procès de Blake Lively. Mais c'était un peu la grande attente. De quoi allait parler son amendement? Et c'est du vent. Donc on verra bien. Bref, demain, ce sera devenir Brigitte. Et puis vendredi, je pense qu'on annoncera probablement la prochaine grande série. Et vous allez devenir fou. Vous allez devenir fou. Je me dis, laisse tomber. On ferme tout. On va tout fermer. On va casser Internet. On va faire planter Internet avec l'annonce de la prochaine enquête. Bref, les gars, on se voit demain.